d'aucuns diront les amalgames qui en est faite avec l'islam. Nous invitons à droite, à l'extrême, Bakary Samb, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur au Centre d'études des religions de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Vous vous apprêtez à publier un livre intitulé « Interrogation musulmane du rêve de la Oumma au spectre du djihadisme ». Abderrahmane Al-Farah, ambassadeur de Palestine à Dakar, est au téléphone. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Il sera là tout à l'heure, ne vous en faites pas. Ili Bentoura, ambassadeur d'Israël à Dakar. Bonjour, Excellence. Bonjour, Mamadou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Seydou Nourouba, vous êtes diplomate, ancien ambassadeur du Sénégal en Algérie et ancien représentant adjoint du Sénégal au Conseil de sécurité de l'ONU. Bonjour également. Bonjour, Mamadou. Et enfin, dans la présentation, Tariq Ramadan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à l'université Oxford, la plus ancienne université britannique. Le premier thème de cette émission, c'est donc la crise au Proche-Orient. Aux dernières nouvelles, 12 Palestiniens ont été tués ce matin, au moment où Tsahal, l'armée israélienne, s'apprête à quitter la bande de Gaza, conformément au cessez-le-feu humanitaire imposé aux deux parties par les États-Unis. Tariq Ramadan, la première question est à vous. Quelle réflexion vous inspire cette situation au Proche-Orient depuis le début de cette offensive israélienne? Un gouvernement israélien qui accuse plutôt la Hamas d'être à l'origine de cette escalade. Écoutez, la propagande israélienne, elle est connue, et on va de nouveau l'entendre par la voix de son ambassadeur ici. Elle est connue depuis le départ d'avoir pris le prétexte de 3 personnes qui seraient décédées pour ensuite lancer une opération dont on avait entendu l'intention avant même la prise le décès des 3, dont on ne sait même pas qui les a tués. On a même entendu des journalistes qui disaient qu'on sait aujourd'hui que ce n'est pas le Hamas. Ceci a été un prétexte pour lancer une opération qui, contrairement à ce qu'on dit parfois dans les médias occidentaux, n'est pas une guerre, mais c'est un massacre. C'est aujourd'hui une opération d'envergure absolument incroyable, où on a 90% des personnes qui sont tuées aujourd'hui du côté palestinien sont des civils, des femmes, des enfants. C'est exactement le contraire, où on a aujourd'hui peut-être 2 civils du côté israélien. Donc on a des Palestiniens qui résistent à une armée et une armée qui cible des civils, en nous disant systématiquement que derrière les civils, il y a des militaires et il y a des terroristes. Alors, le mot terroriste est à la mode en Israël, ça permet tout, et ça permet aujourd'hui de s'en prendre à des populations. Et certaines voix, même des voix juives, sont en train de dire que nous assistons à un crime contre l'humanité. Donc aujourd'hui, l'appel au cessez-le-feu et à cesser de nous dire que ce sont les roquettes qui justifient. Israël est tellement bien équipée avec l'aide américaine qu'elle peut détruire toutes les roquettes, que la seule personne qu'on a eue au départ est une personne civile décédée d'une crise cardiaque et non pas d'une roquette. Et donc aujourd'hui, on est en train de nous mentir et je pense que c'est honteux ce à quoi nous assistons. J'aimerais ajouter une chose, c'est que je ne fais pas simplement la critique de l'État d'Israël, je la fais bien sûr, mais la communauté internationale, l'Europe comme les États-Unis sont aussi à critiquer, et aussi le monde arabe, aussi les gouvernements aujourd'hui du monde arabe, dont le silence jusqu'à l'alliance égyptienne en fermant Rafah par rapport à ce massacre est à condamner. Je me réjouis que le gouvernement sénégalais ait pris une position claire sur cette question-là en condamnant la politique israélienne. Monsieur l'ambassadeur, Tariq Ramadan dit que tout cela relève de mensonges, de propagande de la part d'Israël. Que répondez-vous? Bon, je voudrais rectifier les faits. Les faits sont comme ça, que Israël s'est retenu pour plusieurs jours en face de les attaques que Hamas a perpétrées contre les citoyens israéliens. Il a tiré des centaines de missiles sur citoyens israéliens sans qu'Israël a réagi. Et Israël même, après plusieurs jours qu'il n'a pas réagi, Israël a accepté. Et c'est le fait que l'Égypte a proposé. Et le Hamas joue un jeu très, très macabre. Et il se cache derrière les citoyens palestiniens et il attaque de l'autre côté les citoyens israéliens.
Alors, il y a ici deux populations qui sont otages au Hamas. La population israélienne qui est terrorisée jour par jour par les missiles et les roquettes que Hamas tire, et les citoyens palestiniens qui malheureusement ils les prennent otages pour se cacher derrière eux. Maintenant, n'oubliez pas s'il vous plaît que pendant cet conflit, 7 fois, Israël a accepté un cessez-le-feu humanitaire et même la dernière fois que nous avons accepté un cessez-le-feu et même unilatéralement. C'est le Hamas qui a répété d'une façon très flagrante, violer ça et continuer de tirer des missiles et des roquettes sur les citoyens israéliens. Alors, qu'est-ce que vous pensez un gouvernement, pas seulement israélien, votre gouvernement? Imaginez que les citoyens de Dakar, chaque jour, ils doivent se trouver un abri parce qu'il y a des roquettes qui tombent sur leur tête. Est-ce que vous pouvez rester tranquille? On disait, bon, c'est normal, ils font ça d'une façon défensive. C'est pas normal. Et même le droit de défendre est connu et répété par tout le monde. Le droit de défendre, ça ne dit pas que vous avez le droit de défendre, mais vous n'avez pas le droit de l'exercer. Comme vous avez le droit de défendre, vous avez même le droit de l'exercer. Mais est-ce que ce n'est pas une réaction disproportionnée si on vous concède votre droit de vous défendre? Disproportionné de la part de qui? C'est quand même 1600 morts côté palestinien et la plupart des civils. Et vous savez, cette conte macabre que les médias souhaitent toujours faire, c'est vraiment, premièrement, nous regrettons pour chaque personne qui est tuée dans cette guerre. C'est pas notre vie. Nous visons toujours le Hamas, qui c'est un groupe terroriste catégorisé. Je te donnais tout le temps. Donnez-moi le temps. Après, je te donne le temps. Les écoles, l'ambulance, les réserves des Nations Unies, ça, ils se cachent sur les plages aussi, le Hamas. Ils sont même sur les plages quand on tue 4 enfants. Merci pour votre remarque, parce que l'ONU a déclaré 3 fois que le Hamas a caché des missiles dans les écoles de l'ONU, et même il a condamné le Hamas de faire ça. Hier, avant-hier, il y avait une reporter de Finlande qui a reporté que le Hamas tire des roquettes à partir de l'hôpital de Shifa. Alors ça, c'est des crimes de guerre, parce qu'ils utilisent des immeubles publics, immeubles qui sont pour donner service à la population, pour attaquer Israël. Alors, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Palestine, vous êtes bien en ligne cette fois-ci, Abdelrahim Al-Farah. Alors, qu'est-ce que vous dites quand l'ambassadeur d'Israël dit qu'Israël ne fait qu'utiliser son droit de se défendre et que c'est le Hamas qui est à l'origine de toute cette violence aujourd'hui? Salam alaikum. Je vous remercie, M. Mamadou, de l'action de TF1. Je remercie la présence parmi vous de Dr Tariq Ramadan, son Excellence M. l'ambassadeur Nourouba et M. le chercheur Bakary Sam. Laissez-moi d'abord vous dire le bilan d'aujourd'hui. Après 27 jours d'agression barbare, criminelle, terroriste de ce gouvernement de Netanyahou, à nos moments maintenant. Vous savez, on parle de 1834 martyrs palestiniens, dont 396 enfants, 233 femmes, 177 personnes âgées, 9377 blessés, dont 2767 enfants et 1814 femmes. On parle de 10 080 maisons détruites. On parle de 167 écoles, 7 écoles totalement détruites. On parle de 118 mosquées, dont 37 ont crasé totalement. On parle de crimes contre l'humanité. On parle d'agression
barbares, on parle de crimes de guerre. Qu'est-ce qu'elle dit, celui qui est à côté de vous? Vous savez pourquoi je ne suis pas accepté de venir chez votre studio? Parce que je ne peux pas être à côté de quelqu'un qui représente ce gouvernement terroriste. Vous voulez parler de l'ambassadeur d'Israël? Vous lui parlez quand même au téléphone. Oui, mais c'est pourquoi je ne suis pas venu vraiment. Mais je veux dire que l'histoire de cet État nommé Israël est basée sur les mensonges. Vous savez, toute l'histoire de cet État, toute l'histoire, c'est basé sur le mensonge. Vous savez, quand on visait les enfants, quand tout plus de 396 enfants, ça c'est vraiment un crime contre l'humanité, c'est un crime contre l'enfance, c'est un crime de guerre. C'est pourquoi vraiment, je vous assure toutes. Excellence, est-ce que le Hamas est irréprochable dans ce qui se passe actuellement? De tout. C'est pas vraiment une guerre contre, comme ils disent malheureusement les Israéliens ou même les puissances que c'était à Israël. C'est pas une guerre entre Hamas et Israël, de tout. C'est un crime de guerre commis par ce gouvernement terroriste israélien contre le peuple palestinien. C'est une guerre de génocidaires et personne ne peut dire que ça. C'est pas le Hamas, c'est la résistance palestinienne. Imaginez-vous, combien de morts en Israël civil? Personne. Il y a 70 soldats, mais ils ont tué où? Chez nous, à l'entrée de notre frontière, dans la bande de Gaza. Le soldat qui est venu pour frapper nos enfants, on a le droit de résister. Et c'est selon la Convention internationale. Si vous voulez, il faut revenir pour revoir la Convention de Genève, surtout la 3e Convention de Genève. La résistance est assommée par le droit international. Nous, on n'est pas allé à Tel Aviv pour tuer les enfants d'Israël. Non, c'est eux-mêmes. Ce terroriste Netanyahu, ce terroriste Ben Ya'alon, ce terroriste Ben Getz, qu'ils ont venu pour tuer nos enfants, pour tuer nos femmes, pour massacrer les enfants. Et Très si bien. vous voulez aussi, la France aussi, ils ont utilisé le terme massacre. L'Europe aussi, ils ont utilisé le terme massacre. Très bien, Excellence, on va poursuivre quand même ce premier tour de table, cette fois-ci en revenant sur le plateau. Bakary Samb, vous en tant qu'observateur qui réfléchissez beaucoup sur la question aussi, comment vous percevez cette crise-là que nous sommes en train de vivre? Merci Mamoudou. Je commencerai par une position de principe. Il faut à haute voix condamner ce massacre qui est en train de se dérouler en Palestine. Cela fait 60 ans que ça dure. Les Palestiniens ont assez souffert. Aujourd'hui, cette guerre est bien disproportionnée, comme je l'ai mentionné dans plusieurs de mes interventions, disproportionnée et puis en totale violation des dispositions du droit international et du droit international humanitaire et de la Convention de Genève, du protocole additionnel, tout ce que vous voulez. Disproportionné parce que si on fait l'évaluation du nombre de roquettes tirées en 11 ans sur Israël provenant de Hamas, cela a fait 17 morts. C'est beaucoup quand même. Il faut que le décompte macabre s'arrête. Et qu'en une journée, l'armée israélienne peut en arriver à en tuer 100. C'est donc disproportionné. S'y ajoute la situation régionale qui complique la chose, qui fait que cette guerre est bien différente des précédentes. Premièrement, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait secourir les Palestiniens? Mon collègue Tariq Ramadan a parlé tout à l'heure de ce silence du monde arabe et de cette position incomprise. Mais le Hezbollah, aujourd'hui, qui est préoccupé par ce qui se passe en Syrie. Le Hamas n'a pas reçu le soutien espéré de l'Iran en termes d'armement, mais aussi la situation en Égypte avec l'arrivée d'Abdel Fattah Sisi qui fait que les Palestiniens n'ont plus cette issue à partir de Rafah, ce qui complique énormément la chose. Le soutien des frères musulmans, c'est ce que vous voulez dire? Le soutien des frères de l'Égypte, des frères musulmans. En tout cas. Le Hamas est une branche des frères musulmans. Ouais. Peut-être on va y arriver. Oui, c'est ça. Mais à partir de l'Égypte,
on voit que là, les Palestiniens sont véritablement coincés sur une bande de terre de 41 km avec des milliers de populations qui sont concentrées et qui souffrent aujourd'hui sous les balles israéliennes. Et que quelque chose est véritablement parlant. Si on regarde, 90% de la population de Gaza sont soit originaires de ces populations palestiniennes qui ont fui les balles israéliennes justement depuis 60 ans et que ça dure. Ça, c'est une position de principe. Mais je crois que aussi, il faut qu'on signale quelque chose de fondamental. Sur ce terrain, je vais rejoindre Tariq Ramadan, la responsabilité aussi de ces pays arabes qui ont très longtemps instrumentalisé la cause palestinienne. Cette cause palestinienne a été trop longtemps instrumentalisée sans être servie. J'ai écouté un journaliste arabe très connu, et non des moindres, du nom d'Abdul Bari Atwan, qui dit ceci, texto, Ba'd zu'ama al-arab aswa min Netanyahu. Il considère l'attitude de certains dirigeants arabes pire que celle de Netanyahu. En arriver là, ça veut dire que les Palestiniens sont entre Charib et Silla, abandonnés par la communauté internationale, avec les positions honteuses de Barack Obama, les positions honteuses de la France, et aujourd'hui abandonnés par leurs frères arabes. Je pense que ces Palestiniens-là ont besoin de paix. On arrivera dans le cadre du débat sur la question de la paix. Alors, Seyd Nourouba, vous êtes diplomate de formation et de carrière. Vous avez été en Algérie, mais aussi représenté le Sénégal au Conseil de sécurité de l'ONU. Tariq Ramadan l'a dit à la fin de son propos tout à l'heure, qu'il saluait la position du gouvernement sénégalais qui a condamné ce qui se passe. En tant que diplomate, est-ce que vous estimez que la simple condamnation suffit? Oui, je voudrais dire d'abord qu'il y a une tragédie humaine. Depuis le 8 juillet, et j'ajoute que je ne parle pas au nom du gouvernement sénégalais, mais je suis sénégalais et engagé, et depuis 40 années de carrière diplomatique pour servir les intérêts de mon pays, qui ont été des intérêts constants, en tout cas pour des pays qui ne soutiennent pas ou qui soutiennent du bout des doigts. Le Sénégal a toujours eu une position constante, engagée et claire sur cette question. Et depuis le 8, je crois qu'il y a 2 communiqués déjà qui ont été publiés. Vous savez, il n'y a pas de secret dans les relations internationales. Il y a d'abord les intérêts et ensuite le rapport de force. Vous savez, une position, vous pouvez la combattre de plusieurs manières. Votre position, vous pouvez la défendre de plusieurs manières. Sur le plan armé, par la plume, par la diplomatie et par la politique. Je crois que le Sénégal, et il me plaît de rappeler quand même que depuis 1975, le Sénégal préside le comité pour les droits inaliénables du peuple palestinien. Oui. Et chaque année, donc ça fait 39 ans, chaque année ce comité des Nations Unies est renouvelé et le Sénégal est confirmé dans la confiance que lui vouent les Palestiniens et le peuple palestinien. Justement, si je vous pose la question, est-ce qu'une simple condamnation suffit? Je fais allusion, par exemple, à la demande de l'ambassadeur de Palestine qu'on a entendu ces derniers jours, dire que le gouvernement du Sénégal devrait rompre ses relations diplomatiques avec Israël. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Là, je dois dire que, honnêtement, avec toute l'amitié que je porte à l'ambassadeur de Palestine, je crois que le Sénégal n'a pas de leçon à recevoir. Pour ce qui concerne en tout cas cette question précise. Parce que de tout le temps, nous avons assumé la mobilité des dirigeants palestiniens qui circulent avec des passeports sénégalais, passeports diplomatiques, et le Sénégal a assumé cette responsabilité. En plus, nous avons quand même un soutien qu'on ne peut pas dire sur le plateau de télévision, mais d'autres soutiens actifs qui permettent à nos frères et sœurs de Palestine d'aller défendre leur position. Je peux vous dire d'ailleurs... De quel genre? Jusqu'à donner des armes? Ah oui, le Sénégal appuie financièrement? Non, vous savez, le Sénégal a des positions de principe. A des positions de principe. C'est de défendre les causes justes. Tous les mouvements de libération, il y en a qui font et qui disent, il y en a qui font et qui ne disent pas, il y en a qui font et qui disent très peu.
Et le Sénégal est dans cette troisième catégorie. Le Sénégal a toujours supporté les mouvements de libération, que ce soit l'ANC, que ce soit la SWAPO, que ce soit l'OLP à l'époque. Et la Palestine, nous avons été le premier pays, parmi les premiers pays à accorder le statut diplomatique à l'autorité palestinienne. Donc, ce n'est pas là un déballage qu'il faut faire, mais la situation, comme l'ont dit mes prédécesseurs, est une situation qu'il faut condamner. Je crois qu'il y a une disproportionnalité et on n'est pas là pour dire qui a tort, qui a raison. La situation est là. 90% des entreprises à Gaza ne fonctionnent plus. 70% des populations dépendent de l'aide humanitaire. Comment pouvez-vous assurer à ce peuple sa dignité, son droit de vivre en toute sécurité? Et quand il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas l'avenir et il n'y a pas l'espoir. Tariq Ramadan, quand vous condamniez tout à l'heure la position de la communauté internationale, y compris celle du monde arabe, vous faites allusion à quoi et vous voulez quoi? Écoutez, vous savez, souvent on dit que la cause de tous les problèmes arabes, c'est le conflit israélo-palestinien. Et moi, ce que je dis, c'est le contraire. En fait, le conflit israélo-palestinien, c'est la conséquence de tous les problèmes arabes. Parce qu'il y a une division dans le monde arabe, et puis il y a des alliances objectives avec ce qui est en train de se passer. Ce qui doit être fait, c'est une position commune du monde arabe qui soit beaucoup plus ferme. Car quand le monde arabe s'unit, ça devient une force régionale qui peut ébranler tous les intérêts, que ce soit les Américains... Comment y arriver quand du côté de, je donne un exemple, du côté de l'Arabie Saoudite ou d'un autre pays, le Hamas n'est pas bien vu? Parce qu'appartenant à cette idéologie des frères musulmans. C'est très bien ce que vous dites, parce qu'en fait, le problème palestinien n'a rien à voir avec Hamas. Ça fait 60 ans que ça dure, bien avant que le Hamas apparaisse sur la scène. Le terrorisme d'État israélien a précédé des dizaines d'années. Les mensonges sur le droit éternel d'Israël sur cette terre, ça a précédé. Aujourd'hui, Israël avance avec une stratégie de colonisation en cherchant chaque fois des prétextes. Hamas est devenu un prétexte quand ils ont gagné les élections. Or, aujourd'hui, vous entendez jusqu'au plus haut niveau européen, jusqu'à des gens qui sont au département américain, il n'y a pas de possibilité d'avancer dans la question israélo-palestinienne si vous ne prenez pas langue avec le Hamas, de dire ce sont des terroristes. Et chaque fois qu'on vous oppose, ce sont des terroristes, ça ne va pas. D'autant plus que le grand mensonge d'Israël aujourd'hui, et ceci a été dit par des gens qui, que ce soit Chomsky aux États-Unis, ou Finkelstein qui sont aux États-Unis, qui sont juifs et qu'on ne vienne pas nous dire vous êtes des antisémites. L'antisémitisme, on le condamne. Le sionisme politique et raciste qui prend les Arabes et les déshumanise. Les Palestiniens sont déshumanisés aujourd'hui. Ce qu'on entend, qu'on nous explique, attention, on envoie une bombe qui est un avertissement, sortez des maisons, on va vous bombarder véritablement. Et entre les deux bombes, il n'y a même pas 3 minutes. Et on va où? Par exemple, Ron Stewart aux États-Unis, un présentateur de télévision dit « Vous voulez qu'ils aillent où? Vous voulez qu'ils aillent nager? Il n'y a pas de lieu, vous bombardez tout. » Donc en l'occurrence aujourd'hui, le Hamas est entré en collaboration avec l'autorité palestinienne juste avant qu'Israël intervienne. En fait, c'est l'autorité palestinienne qui a demandé à Hamas d'entrer dans une collaboration politique sur les bases de l'autorité palestinienne. C'est ce que Israël ne veut pas. Israël, pendant 3 ans, ils nous ont dit, et on a entendu, on ne peut pas parler avec les Palestiniens, ils sont divisés. 3 semaines après qu'ils s'unissent, on bombarde tout le monde. Parce qu'ils ne veulent pas. En fait, comme le disait Stéphane Hessel... Mais en même temps, ce n'est pas un reproche facile, parce qu'on a, par le passé, le Hamas a bien collaboré avec l'autorité palestinienne, en entrant même dans le gouvernement du temps de Yasser Arafat, et on a vu aussi le résultat. Mais le résultat, il est lequel? Qui n'était guère meilleur, non? Le résultat, il était lequel? C'est que les Israéliens nous ont dit que ce sont des terroristes. Ils ont toujours refusé de discuter avec. Alors, laissez-moi terminer juste une chose. Oui. C'est que quand vous avez aujourd'hui des gens qui viennent ensemble, et qui viennent sur le plan de ce qui a été dit ici, parce que ce qu'il faut dire, et le dire, le clamer fort, le pays
qui ne se soumet pas aux résolutions de l'ONU, le pays qui ne respecte aucune de ces résolutions, qui va contre les conventions de Genève, ça n'est pas l'autorité palestinienne, justement, c'est l'État israélien. Qu'attendez-vous de la communauté internationale? Qu'on fasse respecter le droit et l'autorité de droit. Si on veut 2 États, on continue pas, parce qu'à l'heure où je vous parle, on parle de Gaza, mais ça fait des semaines et des années que l'autorité palestinienne continue sa colonisation en Cisjordanie et que personne se tait. Aujourd'hui, Israël, comme il a été dit, Samba a dit une chose qui est tout à fait juste. Israël est en train de tirer profit de la déstabilisation du Moyen-Orient partout pour avancer ses pions et de mettre un terme à l'opposition et à la résistance palestinienne en tuant des civils. Et ça veut dire, entendez-le bien ici, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir de l'État israélien, c'est une stratégie qui met fin à l'idée de 2 États. Et comme le disait Stéphane Hessel, qui a été salué par le président Hollande, Israël ne veut pas la paix. Alors, en fait, vous ne voulez pas Monsieur la l'ambassadeur, est-ce vrai que vous êtes gêné par la collaboration politique entre le Hamas et l'autorité palestinienne? Est-ce vrai aujourd'hui que vous remettez en cause l'existence de 2 États qui peuvent vivre ensemble, Israël et Palestine? Bon, je voudrais, avant que je vous réponde, je voudrais revenir à ce que Dr Bakary a dit, parce que je pense que c'est un point très, très, très important. Les Palestiniens, les grandes tragédies des Palestiniens, c'est qu'ils étaient exploités et instrumentalisés par les pays arabes. Et chacun pour ses raisons. Les Palestiniens n'est jamais arrivé à un point pour prendre une opportunité. Il a toujours raté, il n'a pas raté aucune occasion pour rater une opportunité. Ça doit être très important. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est qu'on doit voir ce conflit dans un plus grand contexte. Et le plus grand contexte, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient, c'est qu'il y a les camps de terroristes qui veulent installer des pays djihadistes, islamistes, extrémistes. Et ça compose le ISIL à Irak, Hamas chez nous, et ce qui se passe à la Libye, le Boko Haram. C'est la même catégorie. Maintenant, si c'est le cas, les puissances occidentales ne sont pas exemptes de reproches. Non, je voudrais... La résistance palestinienne, c'est pas Boko Haram. Ça, c'est la propagande israélienne. C'est pas par hasard qu'il y a aujourd'hui des pays arabes musulmans qui voient ce conflit d'une autre façon, qui voient ça de la même façon qu'Israël voit ça. Alors, d'un côté, vous avez les pays qui veulent le développement, qui veulent la stabilité, qui veulent la tolérance. Et c'est le Saudi Arabie et les pays du Golfe, et Israël et Koweït. C'est des grandes démocraties. Vous voulez la démocratie saoudienne et égyptienne. Et de l'autre côté, vous avez des pays qui en effet, ils veulent voir ce problème. Maintenant, et ça, on doit voir ça dans ce grand contexte. Hamas, Israël qui loue l'Arabie saoudite, on aura tout entendu. Comme un grand groupe terroriste, il n'a pas aucune moralité, aucune morale. Il est prêt de même voir 5000 Palestiniens morts parce que ça sert leur bout. Et ça doit Répondez être maintenant clair. à mes questions. Est-ce vrai que vous êtes gêné, vous, Israël, par la collaboration politique entre le Hamas et l'autorité palestinienne? Est-ce vrai que plus loin, que vous remettez aujourd'hui en cause l'existence même d'un État palestinien à côté d'Israël? Israël était le premier pays, oui, qui va donner... Un pays palestinien n'a jamais existé là-bas. Jamais dans l'histoire, un pays palestinien existait dans cette région-là. Donc il n'existera jamais? Non, je n'ai pas dit ça, c'est au contraire. Oui, je dis vous êtes tellement gentil que vous allez permettre l'État d'Israël. Israël, c'est le premier pays qui va faire cette solution. Et c'est nous avons dit ça plusieurs fois, que nous souhaitons voir un pays palestinien pacifique qui va vivre à côté d'Israël. Nous sommes voisins, vous savez, le peuple palestinien et le peuple israélien sont très, très similaires. Je peux même voir une grande coopération un jour entre les Palestiniens et les Israéliens. Et même dans ces jours-là que nous parlons ici, dans ce grand conflit, il y a beaucoup de coopération que personne ne sait.
Parce que les médias montrent seulement les conflits. Mais il y a des Palestiniens qui travaillent en Israël, il y a des commerces, il y a beaucoup de Palestiniens qui se soignent dans les hôpitaux israéliens, il y a même des Arabes dans le Parlement israélien. Alors ça doit être clair. Je vois un jour une grande coopération parmi les pays palestiniens et les pays israéliens. Maintenant, il y a des forces très malines et très vicieuses comme le Hamas, comme le Boko Haram, comme le Al-Qaïda. Mais en quoi ça vous regarde que le Hamas puisse être en alliance politique, en collaboration politique avec l'autorité palestinienne? Regardez, Hamas était catégorisé comme une organisation terroriste, pas seulement par Israël, mais parce que le monde entier. C'est les États-Unis, les pays européens, le Japon, l'Égypte. Alors, tu ne peux pas... Le Hamas ne connaît pas les droits d'Israël à exister. Le Hamas même niait tous les accords qui étaient signés entre Israël et les Palestiniens. Donc vous voyez d'un mauvais œil... Alors quelle convergence vous pouvez voir ici? Oui. Vous voyez d'un mauvais œil... Avant les massacrer, les essayer. Ils avaient un accord politique. Pourquoi vous les avez tués avant l'accord politique? J'ai dit, est-ce que vous voyez d'un mauvais œil, et on va terminer par là, une collaboration entre le Hamas et l'autorité palestinienne? Le Hamas, dès que le Hamas va connaître les droits d'Israël à exister, il va accepter tous les accords qui étaient signés entre Israël et les Palestiniens, il sera un partenaire légitime, c'est tout. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, si vous êtes toujours au téléphone, qu'est-ce que vous répondez à Monsieur l'ambassadeur d'Israël qui ne voit pas d'un bon œil que vous puissiez aujourd'hui collaborer avec le Hamas? Avant tout cela, Monsieur Mamadou, mon frère Mamadou, je voudrais faire une rectification. Vous avez dit tout à l'heure à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Nouroba, que le demande de l'ambassadeur de Palestine de rupture des relations entre Israël et le Sénégal. J'ai jamais dit ça. C'était jamais une demande de ma part ou de la part de la direction palestinienne, car moi, personnellement... Vous avez quand même fait part d'une très grande déception, n'est-ce pas? Et toute la direction palestinienne, et moi personnellement, et toute la direction palestinienne, on respecte la souveraineté du Sénégal. J'ai jamais demandé la rupture des relations entre le Sénégal et Israël. Peut-être il y a des personnalités sénégalaises, il y a la société civile sénégalaise, c'est pas moi. Moi, j'ai jamais demandé ça. C'est pourquoi vraiment je dois vous corriger, mon frère Mamadou. Oui, d'accord, mais vous avez quand même dit que vous étiez très déçu par le gouvernement du Sénégal, ça vous l'avez dit. J'ai jamais dit ça. C'est sur l'Observateur. Elles ont créé déçus de la famille religieuse. Et l'endemain, l'Observateur, ils ont bien corrigé que l'ambassadeur, elle n'a pas dit ça. C'était concernant la réponse de la fameuse lettre fabriquée par quelqu'un au nom des Oulémas et de l'imam du Sénégal. Moi, j'ai dit toujours, je suis très satisfait du gouvernement du Sénégal, je suis très satisfait de la famille religieuse, des imams, des Oulémas, je suis très satisfait au Sénégal de nous, tous les peuples sénégalais, chrétiens et musulmans. J'ai dit ça, on n'a jamais demandé de rupture les relations. Mais ce que vous dites quand même... La fameuse lettre qui est fabriquée par quelqu'un, je ne sais pas qui, au nom des imams et des oulémas, qui est la réponse, c'est pas moi qui a fait la réponse de cette lettre, c'est le peuple sénégalais qui a manifesté vendredi dernier. Toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais, ils ont sorti dans la rue, manifesté contre Israël, contre ce gouvernement terroriste d'Israël. Très bien. Est-ce que la position du gouvernement du Sénégal actuellement sur les derniers développements vous satisfait? Et trop même, beaucoup. Car 3 fois, la première fois, le Sénégal a fait un communiqué pour condamner l'agression israélienne contre les civils de Gaza. Deuxième chose, pendant le conseil ministériel, son Excellence, Monsieur le ministre Mancordien, a bien présenté un rapport sur la situation en Palestine. On refermait la position ferme du Sénégal avec le peuple palestinien. Dernier conseil ministériel, son Excellence, Monsieur le Président du Sénégal, elle a condamné l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Elle a refermé. Elle a
confirmer la position et le soutien constant du Sénégal en faveur de la cause palestinienne. Donc je suis très satisfait du gouvernement sénégalais, des familles religieuses sénégalaises, des imams, des oulémas et tous mes frères au Sénégal, et chrétiens ou musulmans. Des imams et oulémas qui ne parlent pas quand même le même langage. Hein? Vous avez fait allusion à cette fameuse lettre, non? Parce que tout de suite, le monsieur qui a créé la lettre, comment il s'appelle, Omar Diane, il a fermé et confirmé partout. Moi-même, je l'ai vu sur le monsieur de Al-Fajr est sorti, comme ça en direct. Il a dit, c'est pas moi qui a fait la lettre, ils ont utilisé mon nom. C'est lui qui a donné, c'est pas moi. C'est monsieur l'imam Omar Diane qui a dit, c'est pas moi qui a fait la lettre. Excellence, mais attendez 2 secondes, monsieur l'ambassadeur, pour qu'une fois qu'on a les 2 ambassadeurs sur cette fameuse lettre, cette lettre a-t-elle été bien écrite par des imams et oulémas du Sénégal? Regardez. Parce que c'est comme si on était en train de dire aujourd'hui que vous avez inventé la lettre. Regardez, tout le monde connaît Omar Diagne. Il est aumônier. Il est homme qui a fait beaucoup pour les Sénégalais. Et je ne pense pas que c'est à moi de dire quelque chose par rapport à ça, par rapport à lui, ou par rapport à cette lettre, ou par rapport à quelque chose comme ça. Elle n'est pas authentique ou elle est authentique, cette lettre? Regarde, je ne dois pas vous donner tous les détails si c'est authentique ou pas. Très bien. Excellence, poursuivez maintenant en répondant à ma question sur le fait qu'Israël considère le Hamas comme un groupe terroriste et voit d'un mauvais œil une collaboration entre l'autorité palestinienne et le Hamas. Bah oui, donc laissez-moi vous dire très franchement pourquoi ce gouvernement terroriste de Netanyahu, ils ont commencé l'agression barbare criminelle contre la bande de Gaza. Vous savez pourquoi? La première raison, qu'il y a un problème interne dans l'alliance de ce gouvernement. Netanyahu, il a beaucoup de problèmes avec ses alliés, l'alliance qui confirme ce gouvernement. Donc, il va exporter ces crises internes à la bande de Gaza. Deuxième chose, Israël n'était jamais satisfait de la réconciliation entre la direction palestinienne, à sa tête Mahmoud Abbas Abou Mazen, et le mouvement de Hamas. Vous savez, le 23 avril 2014, l'autorité nationale palestinienne a signé un accord avec Hamas pour mettre fin à la division, pour réaliser la réconciliation palestinienne, et ils ont formé un gouvernement uni de personnalités nationales palestiniennes à son tête, c'est son excellence Rami Al-Hamdallah. Le jour même, Israël, ils ont appelé, 5 minutes après, Israël a dit clairement, ce gouvernement ne concerne pas, on va faire l'embargo et on va demander nos amis au monde de faire le boycott sur ce gouvernement. C'est pourquoi Netanyahu est allé pour bombarder les enfants de Gaza, pour mettre fin à cette réconciliation. Parce que Netanyahu n'était jamais satisfait pour l'unité palestinienne. Mais aujourd'hui, malgré la tragédie, je vous assure qu'on n'était jamais lié à une union palestinienne comme l'unité palestinienne comme aujourd'hui. Direction, peuple, résistance, peuple, direction. On est toutes et tous ensemble. On est avec un seul main. Et c'est ça qui est vraiment satisfait par les Israéliens. C'est pourquoi maintenant les Israéliens, ils ont frappé leur tête dans le mur parce que est-ce que, monsieur l'ambassadeur, cette montée en puissance du Hamas ne veut pas dire aussi un affaiblissement de l'OLP de Yasser Arafat, un affaiblissement du pouvoir de Mahmoud Abbas, qui a du mal peut-être à contrôler, à maîtriser ses troupes? D'accord. Vous savez pourquoi? Parce que quand les élections palestiniennes ont décidé les élections législatives en 2006, et que c'est le mouvement de Hamas qui a gagné, c'est qui a essayé de détruire la démocratie en Palestine? C'est Israël. C'est Israël qui a demandé toutes les puissances, tous les amis au monde pour pas accepter les résultats de la démocratie palestinienne. C'est Israël qui a essayé de détruire tout ça. Oui, il y avait des problèmes ici et là, mais les Palestiniens sont toujours se réunis. Aujourd'hui, par exemple, la délégation qui négocie en Égypte, c'est la délégation du président Mahmoud Abbas,
10 qu'il y a dans cette délégation. Les membres, c'est de Hamas, de Djihad, de Front National, de Front Populaire, de Fatah. C'est ça, on est si réunis, mais ça ne satisfait pas les Israéliens. C'est pourquoi ils ont déclenché la guerre contre nos enfants dans la bande de Gaza. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il ne faut pas la paix. Il ne faut pas les négociations. Elle veut que la terre. Il faut que poursuivent ça, leur politique de colonisation. Laissez-moi terminer un seul mot seulement. Vous vous souvenez que le 29 avril 2014, les Américains, Barack Obama et le secrétaire d'État John Kerry, ils ont bien dit ils ont considéré qu'Israël est responsable de l'échec des négociations. Parce qu'Israël n'a jamais négocié. Depuis 23 ans, excusez-moi, M. Mamadou, depuis la signature de l'accord de Oslo, on n'a pas avancé avec tous les gouvernements successifs d'Israël. Il ne veut pas la paix, il veut que la terre. Merci. C'est pourquoi, et c'est pour cette raison, il essaie de trouver les enfants. La nouvelle génération va récupérer toute la terre de la Palestine. Très bien. Alors, Bakary Samb, est-ce que finalement, si aujourd'hui le monde arabe, peut-être même de manière générale, le monde musulman a du mal à avoir une position commune par rapport à ce conflit israélo-palestinien, ce n'est pas dû à d'abord une querelle idéologique, parce que la Hamas n'est pas bien vue partout. Alors, je commencerai par la réaction qu'a eue Netanyahou après l'accord d'avril 2014, en disant ceci, en disant qu'au lieu de choisir la paix, Mahmoud Abbas a choisi le camp du Hamas. C'est très clair, c'est-à-dire que le Hamas n'incarne pas le camp de la paix. Et c'est vrai. Moi, je prends une position ferme là-dessus. Ah oui, vous le pensez. Le Hamas n'incarne pas le camp de la paix. Le camp de la paix est incarné par Mahmoud Abbas depuis les accords d'Oslo en 1993, avec des concessions importantes dont Israël devrait quand même tenir compte. Renoncer à une partie de la charte de l'OLP, renoncer à la lutte armée, l'administration palestinienne sous occupation israélienne, avec l'énumération des territoires de A à G, selon les territoires les plus occupés et les moins occupés. Mais toutefois, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a toujours voulu renvoyer le principal au calendrier grec. Je veux dire le statut de Jérusalem qui est resté intact, le retour des réfugiés dont on ne parle pas, les frontières définitives. C'est-à-dire de négociation en négociation, de Camp David à White Plantation, de Sharm el-Sheikh à maintenant, avec même les efforts de ce quartet, on n'arrive pas à grand-chose. Ce qu'il y a, c'est que moi je crois fermement qu'Abbas incarne véritablement le camp de la paix. Même s'il s'allie avec la Hamas. Oui, mais qui connaît Abbas? Vous savez que Mahmoud Abbas Abou Mazen est natif de la ville de Haïfa. Et il sait ce que c'est que la guerre. Il fait partie de ces artisans de Oslo. Mais il a une certaine intelligence politique et je pense qu'il faut qu'on lui donne sa chance. Je m'explique. Aujourd'hui, il est sur le schéma suivant. Aller à l'Assemblée générale des Nations Unies et demander, à l'instar de la résolution 181 qui a été fondatrice de l'État d'Israël, vous savez qu'au sein des Nations Unies, les résolutions de l'Assemblée générale sont non contraignantes et celles du Conseil de sécurité sont contraignantes. Mais même pas. Mais si Abbas choisit, non, on peut pas refuser aux Israéliens. Il est conscient d'un fait. On ne pourra pas, de manière éthique, de manière morale sur le plan international, refuser aux Palestiniens ce qu'on a accepté pour les Israéliens avec la résolution 181 qui a été l'œuvre de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et aujourd'hui, il est sur ce postulat. De telle sorte que je crois que le Hamas... Maintenant, le Hamas, comme les autres extrémistes, parce que les Palestiniens, encore une fois, je le dis, sont prisonniers de deux extrêmes. Oui. Les extrémistes israéliens qui ont nom, avec Dor Lieberman, Zipi Livni et d'autres sont en train de pourrir tout le processus de paix. Netanyahou en tête. Les extrémistes palestiniens avec les gens du Hamas. Combien de fois Mahmoud Abbas a appelé à l'ordre Khaled Meshal en lui tenant un langage de raison. Mais je pense qu'aujourd'hui, je termine par cette phrase, parmi les drames de ce conflit-là, parmi les drames de ce conflit, c'est que
ce conflit a commencé à tuer le camp de la paix. En Israël même, on n'entend plus les Amos Oz, on n'entend plus les Yves Sterner, on n'entend plus Eli Barnavi et d'autres dans le monde arabe qui sont aussi pour la paix. Aujourd'hui, l'action israélienne a quelque sorte à légitimer un front commun de ce monde arabe face à cette crise, face à Israël, pour parler de manière plus claire. Ce sera difficile parce que le monde arabe est en train, je le redis aussi parfois, de régler ses propres comptes internes sur le dos des Palestiniens. Avec la question syrienne, le Liban avec son Hezbollah. Aujourd'hui, c'est le même Hezbollah qui disait soutenir les musulmans avec Bachar al-Assad contre les djihadistes. Donc ce sont des intérêts manipulés sur le plan religieux par des puissances qui en ont, l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres. Et que tant que les Arabes ne sortiront pas de ces contradictions-là, à mon avis, ils ne sont pas en train d'aider les Palestiniens qui, de guerre en guerre, sont en train de souffrir le martyre alors qu'il est temps de passer à la paix. Je termine juste par une demi-phrase. Oui. C'est là où j'en appelle à la responsabilité du Sénégal. Pourquoi je ne suis pas pour que le Sénégal rompe ses relations avec Israël? La raison, elle est simple. En plus de celle tout à l'heure explicitée par son Excellence, c'est que le Sénégal est aujourd'hui l'un des rares pays à majorité musulmane qui peut en même temps parler aux Palestiniens, aux Arabes et aux Israéliens. Je pense que cette carte diplomatique du Sénégal est un joker pour la paix qu'il ne faut pas jouer à n'importe quel jeu. Vous le confirmez? Oui, permettez-moi d'abord de donner acte du rectificatif qu'a fait notre frère, l'ambassadeur de Palestine, qui, comme vous le comprenez bien, m'a mis hors de moi-même parce que je n'admets pas vraiment qu'on essaie de donner des leçons de soutien ou des positions à prendre par le Sénégal qui a déjà toujours pris ses responsabilités. Dont acte. Maintenant, comme l'a dit le professeur Samb, je crois qu'il faut situer la problématique dans son contexte. Nous avons vu Feu Yasser Arafat. Le jour où il est entré aux Nations Unies en renonçant aux dispositions de la charte constitutive de l'OLP, en disant « je viens avec un rameau d'olivier, un fusil à la main ». Je crois que jusqu'à sa mort, il n'a pas cessé d'aller de concession en concession. En retour, qu'est-ce qu'il a eu? Je ne vois pas. Deuxième chose, Mahmoud Abbas, effectivement, nous l'avons quand même côtoyé. C'est un homme de paix. C'est un homme de paix. Netanyahou était représentant adjoint comme moi au Conseil à l'ONU, auprès de l'ONU. Le jour où il partait, il disait maintenant je vais faire de la politique. Et je crois que maintenant il a fait de la politique, mais est-ce que c'est la bonne? Je crois que là il faudrait Quel est votre avis? Et à mon avis, Israël devait quand même revenir au processus de paix. Respecter les conventions, parce que ce n'est pas un problème entre les Arabes et les Israéliens, ce n'est pas un problème également religieux, c'est un problème politique d'abord, à impact socio-économique, religieux et autres. Mais il est fondamentalement un problème politique. Je ne vois pas pourquoi la résolution, Israël a les deux États, Israël est là, et où est la Palestine? Je crois que même ceux qui soutiennent le droit d'Israël d'avoir sa sécurité ont quand même condamné cette fois-ci, même si c'est des bouts de lèvres. Nous avons vu la tragédie et quand même de bombardement, soit directement, soit indirectement, des écoles à Beit Hanoun, à Jabalia et tout récemment à Rafah. Je crois que là, quand même, c'est des positions qui ne peuvent pas s'expliquer. Parce que c'est des écoles où étaient réfugiés des populations civiles. Bon, ce que nous voulons, le Sénégal, je pense, a toujours pris ses responsabilités. Et M. Samb, oui, vous avez raison de dire que le Sénégal peut jouer et est en train de jouer parce que la diplomatie ne se fait pas sur la place publique. Il y a une réunion qui est prévue, je crois, le 12 août du comité exécutif de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, où le Sénégal sera là-bas. Et je pense qu'il faut rappeler quand même le dernier conseil des ministres, quand le président de la République, juste après avoir souhaité au peuple sénégalais et à la Oumma islamique ses vœux de Korité, a tout de suite enclenché sur la situation à Gaza. Est-ce que la voix du Sénégal vraiment pèse? Est-ce que vous le pensez vraiment?
Est-ce qu'elle pèse je le pense. autant que la voix d'une puissance comme celle des États-Unis? Ah non, ça il faut être égal. Oui, oui. Vous Dites-nous me quel est le provoquez. poids? Vous nous Non, c'est très sérieux. Quel est le poids de la voix du Sénégal? Oui, mais je vous dis, pourquoi le Sénégal est toujours reconduit depuis 1975 pour être le président du comité pour les droits inaliénables du peuple palestinien? Posez-vous la question. Pourquoi? Si le Sénégal ne faisait pas ce qu'il devait faire pour les Palestiniens... Peut-être comme on dit en Wolof, bon. Non, et puis le Sénégal est en même temps... que ça arrange tout le monde? Non, ça n'arrange pas tout le monde, parce que le Sénégal est en même temps, et son représentant à l'ONU l'a dit tout récemment, quand il y a eu le 22 juillet dernier, une réunion du Conseil de sécurité, il a condamné, comme les instructions qu'il a reçues, il a condamné le recours excessif à la force. Mais je dois dire que le Sénégal est également membre du comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes violant les droits de l'homme des Arabes et des Palestiniens. Et à chaque année, d'ailleurs nous avons eu l'ambassadeur Massamba Sarré et l'ambassadeur Claude Absé Diallo, qui étaient les représentants permanents, qui ont eu à effectuer des missions d'enquête pour justement recueillir des témoignages des violations flagrantes des droits de l'homme dans les territoires occupés. Je crois que là, nous avons une force, c'est la force du droit. Nous avons une force, c'est la force de la conviction. Nous avons une force, c'est la force d'engagement. Nous n'avons pas la force militaire, comme vous voulez nous le dire. Nous ne pouvons pas contraindre, par exemple... Oui, Tariq Ramadan. J'aimerais dire une chose qui est très importante dans ce que vous dites et dans la voix. Parce qu'effectivement, il y a un poids politique et on ne comparera pas le Sénégal aux États-Unis ou à l'Europe. Mais par contre, il y a deux choses qui sont très très importantes. C'est un pays du Sud et c'est un pays à majoritairement musulman. Et qui a une voix populaire. C'est-à-dire que tout le peuple sénégalais, chrétiens et musulmans ensemble, sont clairement du côté des opprimés et de la Palestine. Et que cette voix-là, elle est très importante et que le gouvernement l'exprime à l'unisson d'autres pays, parce qu'il faut entendre le Sénégal avec les pays d'Amérique latine, avec d'autres pays du Sud. L'Afrique. Oui. Mais il se trouve qu'on ne parle pas suffisamment de ces pays. Non, mais c'est très important qu'ils existent. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous savez, 60 ans, à l'échelle de l'histoire, ce n'est pas grand-chose. Mais on ne peut pas non plus, pendant des siècles, ne plus entendre les peuples et entendre des intérêts politiques de minorités. Parce qu'aujourd'hui, la position américaine comme la position européenne sont, sur le plan populaire, minoritaires. Regardez toutes les manifestations à travers le monde. Regardez les milliers de personnes qui sont dans les rues en disant « c'est pas acceptable ». Et moi, j'aimerais juste préciser deux choses par rapport à ça. Moi, je suis contre la formule usage excessif. Non, là, on n'est pas dans l'excès. On est dans le non-sens et l'inadmissible. C'est pas un usage excessif. Quand on tue 2000 personnes, qu'on a 10 000 blessés, et que de ce côté, on a 40 militaires qui ont été touchés, comme l'a dit l'ambassadeur, et c'est très vrai ceci, ils n'ont pas été touchés en Israël, ils ont été touchés sur le champ de bataille, alors qu'eux, ils envoient des bombes d'en haut et qu'ils tuent des enfants, et des femmes, et des innocents, et des civils, et des Hamas qui est accusé aussi de se servir des civils comme bouclier humain. Attendez, je veux dire que ça, c'est le prétexte qui a toujours été utilisé par Israël. Et c'est pour ça que là, j'aimerais apporter une nuance. J'aimerais apporter une nuance qui est extrêmement claire. Quand le Hamas est entré dans les élections et qu'il a gagné les élections, moi, je vais vous dire une chose. J'ai été critique sur une chose. Le Hamas, pour moi, comme tous les Palestiniens, ont le droit légitime à la résistance. Et je l'ai dit et répété. J'ai été interdit 6 ans d'entrée aux États-Unis. L'une des raisons, c'était celle-ci. En disant clairement au département d'État américain, écoutez, qu'on tue des civils et des enfants à Tel Aviv, je suis contre. Je suis contre les moyens, mais je suis pour le principe de la résistance. Ils ont raison de résister. Tariq Ramadan, on ne peut pas ignorer que vous êtes quand même le petit-fils de Hassan al-Banna, fondateur des Frères musulmans. Est-ce que vous suivez la Hamas jusque dans cette crise d'aujourd'hui? Je suis le Hamas jusqu'au principe de la résistance. Écoutez bien ce que je vous ai dit, même dans mes positions par rapport aux Frères musulmans en Égypte. Dans mon dernier livre, Le Réveil arabe, j'ai mis en évidence une position très critique par rapport à leur politique. J'ai été très critique. Maintenant, je dis une chose. Qu'on ne vienne pas ici nous dire à cette table que Boko Haram ou que Al-Qaïda, c'est la même chose que Hamas. Hamas est un mouvement de résistance.
de résistance à une agression qui a précédé sa propre existence à lui, puisqu'on commence en 81. Et le principe, il est celui-ci. Je suis le premier à condamner le fait qu'on s'en prenne à des enfants innocents à Tel Aviv. Mais je suis le premier à soutenir n'importe quel mouvement qui dit « vous êtes des colonisateurs, vous ne respectez pas nos droits ». Alors qu'on vienne maintenant accepter ce qui s'est passé, il faut quand même dire une chose historiquement, c'est quand ils gagnent les élections démocratiques qu'Israël réussit à faire en sorte qu'ils passent du côté des terroristes. C'est-à-dire on ne discute plus avec eux. Exactement, c'est comme ce qui s'est passé du temps du fils en Algérie aussi. Le problème, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe. C'est ça qui est la contradiction. Non, mais ce que je veux dire, on gagne des élections. Et ils gagnent des élections. Maintenant, qu'on soit critique par rapport à Hamas, qu'on soit critique par rapport à certaines positions idéologiques, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Mais qu'on vienne mettre sur le même plan la résistance de Hamas avec Lieberman, qui traite les Arabes de sous-humains, parce que ce qui est en train de se passer en Israël, c'est la déshumanisation des Palestiniens. Je ne suis pas d'accord. Et je vais même vous dire une chose. Moi, quand on vient me parler d'extrémistes, il ne faut pas me parler de Lieberman. Le premier extrémiste en Israël, c'est le Premier ministre. Netanyahou est un extrémiste. C'est quelqu'un qui ne donne pas de valeur. Et je suis désolé, monsieur, vous êtes un ambassadeur, et je vous dis votre excellence, mais venir donner ici des leçons de morale sur la façon de faire la guerre au Hamas, alors que vous êtes en train, après 6 ans, vous l'avez fait en 2008, et depuis 60 ans, et vous tuez, il y a 2000 personnes qui sont mortes, et vous parlez de l'armée la plus morale du monde, c'est indécent. Monsieur l'ambassadeur,